cadre-là. Donc, je suis Thomas Ruiz, je suis président de la SFEPM. Et ce soir, je vais co-animer avec Franck Simonet, qui est du groupe Magique Breton et qui est aussi administrateur à la SFEPM, ce webinaire sur le Castor d'Europe qui est proposé donc, par la SFEPM cette année, puisqu'il y a un contexte que je vais vous expliquer juste après. Donc, on a prévu à peu près 1 heure sur ce webinaire. On a une présentation qui va durer 30-35 minutes à peu près. Et puis après, on se laisse le temps de questions-réponses à l'oral. Je précise. Donc, n'utilisez pas le chat ou la conversation, s'il vous plaît, pour nous poser des questions. On n'arrivera pas à répondre et à canaliser les flux. Donc, on réserve vraiment toutes les questions et toutes les réponses à la fin du diaporama. Voilà. Franck, je ne sais pas si tu voulais ajouter autre chose. Bonjour à tout le monde. Voilà. Voilà, tu m'as présenté, donc on peut y aller. Allez, c'est parti. Du coup, alors, pourquoi ce webinaire sur le Castor? Alors, il y a en fait, depuis plusieurs années, et depuis cette année en particulier, on va dire 2024-2025, il y a beaucoup de choses qui circulent sur le Castor, beaucoup d'informations, beaucoup de communication, beaucoup d'articles de presse. Vous avez entendu aussi peut-être des interviews sur France Inter, France Culture. Le Castor est à la mode, voilà, donc on en profite. Il est à la mode pour différentes raisons. Il y a une initiative qui a été entreprise par le CDPNE 41, l'OFB, la SNPN et la SFEPM depuis le 7 avril 2024 et qui va courir jusqu'en juin 2025, qui s'appelle l'année du Castor. L'idée, c'est de communiquer un maximum sur cette espèce, notamment par des sorties, etc., mais aussi surtout par un colloque qui a eu lieu à la fin de l'année 2024, en décembre. J'en parlerai tout à l'heure à la fin du diaporama. On n'a pas choisi cette date non plus du 7 avril par hasard, parce que le 7 avril, c'est la journée internationale du Castor, et oui, ça existe. Vous avez le petit logo sur la droite du diaporama. Donc, on a choisi aussi de faire ça ce soir, aujourd'hui. On a une initiative à la SFEPM qui s'appelle le Printemps des Castors, qui est une réunion de... Déjà, il y a un site internet spécialisé là-dessus, et c'est une réunion de toutes les animations qui peuvent avoir lieu en France sur le Castor pendant la période du 20 mars au 20 juin. Alors, c'est sur le Castor, mais c'est aussi plus ouvert à d'autres mammifères aquatiques et aux zones humides en général. Donc, si de votre côté, vous connaissez ou vous-même, vous souhaitez animer quelque chose sur l'espèce, sur les zones humides, sur les mammifères aquatiques, n'hésitez pas à inscrire votre animation sur le site internet du Printemps des Castors. Comme ça, tout le monde pourra voir de quoi il en retourne et savoir à côté de chez soi s'il y a une animation. Et donc, je vous le disais, dans ce contexte, il y a un renouveau de l'intérêt pour l'espèce actuellement, et plus sur une thématique de lutte contre le changement climatique, notamment puisque actuellement, il y a eu quand même pas mal de problèmes de sécheresse, pas mal de problèmes aussi de feux, des méga-feux aussi qui ont eu lieu aux États-Unis, notamment. Et dans ce cadre-là, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup de gens qui s'interrogent sur l'utilité du castor dans la prévention de ces incendies, de cette sécheresse. Et notamment, par exemple, aux États-Unis, là, je vous ai extrait un titre, ils pensent à peut-être réfléchir à écrire un plan national d'action contre le changement climatique à l'aide du castor américain. Voilà. Bon, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Ah oui, non, c'est pas là. Pardon. Hop. Donc concrètement, on va balayer un petit peu, on va balayer tout ce qui concerne le castor en France, dans le monde un petit peu, la biologie, l'écologie, l'impact, etc. On ne va pas forcément être exhaustif sur tout, sinon il faudrait 3 ou 4 heures sur le castor. Donc on se réserve aussi du détail ou des questions que vous auriez et des thématiques qu'on n'aurait pas abordées au sein de ce webinaire, pour la fin, encore une fois, dans les questions. Donc on va reprendre la base de la base, c'est-à-dire que le castor, en fait, il n'y a pas le castor, c'est des castors, puisqu'il y a 2 espèces de castors dans le monde. Pour ceux qui ne savent pas. Excuse-moi Thomas. Oui. Je pense que tu fais défiler les diapos. Pour ma part, ça ne défile pas. Donc je ne sais pas si je suis le seul ou pas. Ah. J'allais poser la question aussi, oui. Eh bien oui, je suis sur la diapositive 3, normalement. A priori, ce serait Dominique qui aurait la main dessus. Ok. Ce que tu fais en fait, ce que tout le monde a la main dessus Oui, alors... pour faire défiler soi-même, mais pour que ce soit pour tout le monde, je pense qu'il faut que ce soit Dominique. Oui, et comme tu m'as pas dit de commencer, j'étais toujours sur la diapo 1 de mon côté. Eh bien, tu peux passer à la diapo 3 directement. Eh bien, j'y suis. Est-ce que tout le monde voit la diapo 3? Enfin, Franck, est-ce que tu la vois déjà? Oui. Ok, donc tout le monde la voit. Très bien.
Alors, donc sur cette diapositive, voilà, ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas un castor dans le monde. Enfin, nous, on est plus concernés par le castor d'Eurasie, mais en fait, il y a deux castors, deux espèces de castors. Le castor canadien ou castor nord-américain. Donc, vous avez la répartition mondiale sur les cartes, donc qui est en jaune. Donc, comme son nom l'indique, son aire d'origine, c'est plutôt le nord de l'Amérique. Mais sachez aussi qu'il a été introduit en Patagonie et en Finlande dans les années 30, où il y a une grosse population actuellement. Et pour la petite histoire aussi, il y avait eu quelques castors d'introduits dans un parc de vision en France, dans l'Yonne, en 1975. Ils se sont échappés, ils se sont reproduits. Ça a créé une petite population d'une vingtaine d'individus. Mais ils ont vite été repris par l'ONC à l'époque, l'Office national de la chasse, dans les années 80 pour éviter qu'ils ne se développent. Donc ça, c'est le castor canadien. Et pour le castor d'Europe, ou castor d'Eurasie, qui nous intéresse un peu plus, vous avez sa répartition mondiale donc en vert ici, actuelle, hein, j'entends bien. Et donc vous voyez qu'en France, il y en a en Espagne également, et puis il y en a pas mal dans pays autour. Et il a été aussi introduit dans le sud de l'Angleterre et en Écosse, ce qui n'apparaît pas forcément là, sur la carte, c'est un peu trop petit. Diapositive suivante, s'il te plaît. Elle y est, Thomas. Ouais, d'accord, parce qu'il faut que je synchronise. Ok, d'accord. J'ai compris pourquoi ça ne marchait pas. Donc, si on va parler de la France, un peu plus particulièrement, forcément. Donc, on va faire un petit rappel d'abord sur la France. Donc, sachez que le mot castor, déjà, pour votre culture, est apparu au Moyen-Âge. Avant, le castor français s'appelait bièvre. Et en fait, ce mot bièvre, il est présent dans de nombreux toponymes en France, avec notamment le mot beuvron, la mode beuvron, etc. Donc ça, tous ces toponymes qui ressemblent au bièvre, à beuvron, etc., que vous pouvez trouver en France, et un peu partout en France, en fait, signifiaient que le castor était présent sur les réseaux hydrographiques en question. Et donc, en fait, il était présent partout, simplement. Et malheureusement, à partir du Moyen-Âge, il y a eu beaucoup de chasse et beaucoup de piégeage sur cette espèce, notamment pour sa fourrure et le castoreum. Le castoreum, on vous expliquera ce que c'est après. Ce qui a occasionné une très très grande régression de l'espèce en France. Et notamment, il ne restait que quelques dizaines d'individus au début du XXe siècle, et ils étaient tous sur le delta du Rhône. Et quand je disais quelques dizaines d'individus, c'est une quarantaine d'individus à peu près. Et donc, à cette époque-là, on s'est aperçu quand même que le castor, dit castor du Rhône à l'époque, c'est pour ça que vous avez cette étiquette du muséum qui apparaît à l'écran, ce fameux castor, on s'est dit, bon, ils allaient quand même disparaître. Donc, il y a eu des premières intentions de protection au niveau local. Ça a commencé dès 1909, ce qui a permis d'arrêter la chasse sur cette espèce, qu'elle commence à se reproduire et à recoloniser un petit peu. Et puis, sa protection nationale est arrivée en 1968. Puis, et pendant cette période-là, on va dire, les premières réintroductions ont eu lieu. Donc, les premières introductions, c'était 1957. Il y en a eu jusqu'en 2002. Et il y a eu 26 sites de réintroduction. C'est les petits chiffres que vous voyez sur la carte de France, là. 26 sites qui ont concerné 273 individus exactement. Voilà pour le côté historique de la régression du castor et de la recolonisation actuelle. Et pour vous donner une idée de la répartition donc, actuelle, ça c'est la diapo suivante, Dominique. Elle y est. D'accord, non pas pour moi. Je ne vois pas ma diapositive suivante. Bon, de mémoire, c'est pas grave. Si vous voyez la diapositive, donc vous avez plusieurs couleurs sur la carte. Vous avez en surfond bleu, c'est la carte de répartition actuelle en réseau hydrographique du castor en France. Les petits carrés rouges, c'est la répartition dans les pays limitrophes. Et puis, vous avez en couleur, avec des petits encadrés, les répartitions, on va dire un petit peu à la marge de cette répartition en continu, où des castors apparaissent ici ou là. Donc, il y a par exemple le Pays Basque, où il y a des individus qui sont apparus il y a quelques années, probablement dus à des castors qui ont colonisé à partir de l'Espagne, puisqu'à l'époque, il y a eu une introduction illégale en 2003 en Espagne. Et puis voilà, il y a des petites populations et des individus qui apparaissent au fur et à mesure.
sur le castor en France. Mais l'état, en gros, actuel, c'est ça. C'est une colonisation dite saltatoire, hein, donc par saut. Hein. Donc le castor va d'abord essayer de chercher, va faire quelques dizaines de kilomètres pour essayer de chercher les meilleurs habitats, puis entre les deux familles ou entre les deux individus qui colonisent, au fur et à mesure, les habitats les moins propices vont être colonisés. Donc vous avez cette répartition continue, plus des petites tâches de répartition, ce qui correspond à peu près à cette petite tâche, en tout cas ces individus isolés correspondent à peu près à 40% actuellement de la population de castors en France. Donc là, je laisse la place à Franck pour la suite. Merci Thomas. Alors, on va passer à la biologie, à l'écologie de l'espèce. Le castor, c'est un rongeur. Vous avez une photo d'un crâne de castor coupé longitudinalement là, par le muséum à droite et qui vous montre la spécificité des rongeurs qui est ce qu'on appelle le diastème, qui est cette zone entre les incisives et les molaires, sans canine et une large zone sans dents, et puis évidemment les incisives qui permettent de couper. Et le castor est le plus gros rongeur d'Europe. 21 kg en moyenne, ça peut aller jusqu'à une trentaine de kilos. Donc vous voyez que c'est assez imposant. Et donc, comme c'est indiqué, 1,20 m en moyenne de longueur, dont 30 cm pour la partie plate de la queue. L'animal est à peu près uniformément brun. Vous voyez sur les photos qu'il y a des petites taches un peu plus claires, mais globalement, c'est sa couleur. On n'observe pas de dimorphisme sexuel. Et c'est un herbivore strict, donc il va se nourrir d'écorce et de feuillage et jeunes pousses d'arbres préférentiellement à bois tendre, c'est-à-dire qu'on parle là des saules, des peupliers, du bouleau. Secondairement, il peut se nourrir sur à peu près toutes les autres essences, notamment sorbier, noisetier, frêne, aulne. Et puis, il va se nourrir aussi de plantes herbacées et de plantes aquatiques. On peut citer la reine des prés, l'angélique, les racines d'iris ou de macette ou de nénuphar. Voilà. Ces caractéristiques de l'alimentation, les arbres à bois tendre préférentiellement et des plantes herbacées des zones humides et plantes aquatiques sont en lien avec les habitats préférentiels, même si il y a des exceptions. Généralement, le castor s'installe là où il y a du saule et des zones de végétation herbacée. Et vous allez voir qu'il va aussi finalement entretenir cet aspect-là de ces habitats. Comme l'a expliqué Thomas, c'est une espèce protégée en France. C'est une espèce qu'on peut considérer protégée aussi à l'échelle de l'Union européenne avec la directive Habitat. Et c'est une espèce qui est classée au niveau des listes d'espèces menacées en préoccupation mineure. La situation est nettement meilleure qu'elle l'était il y a quelques décennies. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors, il a des particularités morphologiques. Bon, vous savez tous qu'il a une queue plate qui a beaucoup de fonctions. La propulsion lorsqu'il nage sous l'eau, un gouvernail, mais aussi un balancier en marche et dans l'eau. Vous avez une photo en bas là où on voit la queue qui dépasse. Alors c'est pas du tout qu'il s'apprête à taper de sa queue sur l'eau, c'est qu'il fait balancier. Ça peut lui servir pour faire sa toilette, mais aussi pour ronger en hauteur des arbres, pour se tenir sur ses deux pattes arrière. Il s'en sert d'assiette pour ses crottes. C'est-à-dire que, peut-être Thomas, tu expliqueras ça tout à l'heure quand tu montreras les photos de crottes, mais le castor pratique la sécotrophie, qui est donc la consommation d'une première forme de fécès pour améliorer la digestibilité de sa nourriture. Et donc la queue sert aussi d'alerte quand il tape sur l'eau d'un mouvement de queue, ce qui n'est pas un comportement forcément complètement compris, mais en tout cas qui sert clairement, enfin qui l'utilise lorsqu'il est dérangé, lorsqu'il est effrayé, et qui va servir d'alerte pour les congénères. Et probablement un des rôles les plus importants, la queue est une réserve de graisse. Elle peut stocker des quantités importantes du coup d'énergie au cours de la belle saison pour l'hiver. Il y a une autre caractéristique
étonnante, c'est cet ongle que vous avez en photo sur le deuxième doigt de la patte postérieure qui est double et qui sert de peigne et qui a vraisemblablement un rôle important pour l'entretien de la fourrure. Toutes les espèces semi-aquatiques, comme le castor ou la loutre ou d'autres, ont besoin d'entretenir leur fourrure très bien pour qu'elle reste au mieux isolante. On a une densité d'ailleurs de poils qui est très importante. Chez le castor, c'est autour de 20 000 ou 23 000 poils au centimètre carré. Peut-être on l'a mis sur une diapo suivante. Chez nous, on a 300 cheveux au centimètre carré sur le crâne. Et puis, il a des callosités sur les pattes antérieures, sous le pouce et sous l'index, qui l'aident en fait à tenir les branches, qui tient entre le petit doigt et les autres doigts, et qui, il peut pas, c'est pas un primate qui a le pouce opposable, mais il peut maintenir les branches dans ses pattes antérieures, ce qui est très pratique. Tu peux passer à la diapo suivante, Dominique. Donc voilà, si on prend plus globalement sa morphologie et les adaptations à la nage, c'est bien un mammifère semi-aquatique. Donc cette queue qu'on vient de détailler, les pattes arrière palmées, entièrement palmées, qui aident à la propulsion et la direction, le corps fuselé, et puis des yeux et des oreilles alignés sur une même ligne. C'est classique chez les animaux semi-aquatiques comme ça. Ça permet de, en surface, faire dépasser une toute petite partie du corps et d'avoir les oreilles, les yeux, les narines qui captent les informations à capter. Plus spécifique au castor, il est capable d'obstruer l'arrière de sa bouche, ce qui est très pratique pour lui pour transporter, voire même ronger des branches sous l'eau. Et donc cette fourrure particulièrement isolante. Diapo suivante, s'il te plaît. Donc, vous l'avez vu et vous n'en êtes pas étonné, c'est un animal amphibie qui est vraiment à la frontière entre milieu aquatique et terrestre. Il vit en groupes familiaux de 2 à 6 individus. En fait, il vit en couple avec les jeunes de l'année et les jeunes de l'année précédente, voire les jeunes encore de l'année précédente qui, quand même, généralement partent au bout de 2 ans à la naissance de la nouvelle portée. Donc, on a une portée par an, 2 à 4 animaux par portée, plus classiquement 2. Et du coup, lorsqu'ils quittent la famille, les jeunes castors vont chercher un territoire à leur tour. Et ça représente quand même une part non négligeable de la population, puisque on estime que c'est 40% d'une population à un instant T qui est composée des individus erratiques en dispersion. Comme chez la plupart des espèces de mammifères, la mortalité chez les jeunes est assez élevée, et en particulier la mortalité au moment de la dispersion, d'autant que le castor est très territorial, et donc il ne tolère pas la présence d'individus étrangers à la famille. Donc un animal qui a quitté son groupe familial va devoir aller chercher une zone où s'installer et risque en fait des conflits s'il reste trop dans un territoire occupé. Le territoire, il est assez variable selon les zones occupées, de 500 mètres à 3 km de cours d'eau en moyenne. Ça va dépendre notamment de la ressource en nourriture. Et donc, pour marquer ce territoire, il utilise le castoreum, qui est une substance produite par des glandes et qui a eu un rôle dans l'histoire du castor, puisque donc il était chassé, piégé pour sa fourrure, comme souvent les mammifères semi-aquatiques, pour la viande aussi, y compris pour l'anecdote, enfin plus qu'une anecdote, parce que l'Église pouvait considérer que grâce à sa queue écailleuse, c'était comme le poisson, et donc on pouvait le manger les jours maigres. Et puis, le castoreum était utilisé en pharmacopée, en médecine et en parfumerie. Et en médecine, notamment pourquoi? Parce qu'il contient de l'acide salicylique, autrement dit l'aspirine. Et donc, il avait un vrai pouvoir de médecine. L'acide salicylique vient de sa nourriture, les salicacées, la famille des saules, et la reine des prés aussi qui en contient.
Et je laisse la parole à Thomas qui va développer les différents indices de l'espèce, indices de présence. Oui, on va passer en revue un peu les indices de présence les plus connus, les plus communs. Donc évidemment, comme l'a dit Franck, le castor se nourrit notamment d'arbres, notamment de salicacées. Donc la première trace, en tout cas les premières traces qu'on peut voir et qui sont assez importantes à la vue, c'est les coupes d'arbres. Voilà. Donc vous avez quelques exemples là sur les photos. Certains se sont même ont donné des caractéristiques aux coupes. Vous avez des coupes en sablier, donc c'est ce que vous pouvez voir sur la gauche. Vous avez des coupes en K en fonction de la forme que prend la coupe. Donc ça, c'est la photo du milieu. Voilà, vous avez plusieurs formes comme ça possibles. Des coupes en sifflet, voilà, il y a d'autres formes possibles en fonction de ce qui reste comme d'arbre et la fonction de comment il a coupé l'arbre. Vous pouvez aussi avoir des coupes fraîches. Donc c'est la trace rouge que vous voyez sur les arbres aussi en bas. Là, ça veut dire que l'arbre a sointé, entre guillemets, au niveau de la résine. Et donc, c'est vraiment une coupe très, très fraîche. Donc, ça indique aussi que le castor a agi pendant la nuit, par exemple, si on se pointe le lendemain. Et puis, il peut couper aussi des arbres, enfin, des herbes. Et donc, ça, c'est ce que vous voyez en bas à droite, la photo verte. Des arbres coupés qui flottent au niveau de l'eau. Voilà. Alors là, vous avez une petite démonstration. J'espère que la vidéo a fonctionné. Vous vous demandiez pour la queue, il s'en servait comme balancier, enfin comme contrepoids pour se mettre sur deux pattes pour ronger. Et ben, c'est exactement ça. Donc, je ne sais pas si on peut déclencher la vidéo. Dominique. Elle est en cours. Voilà. D'accord, on ne la voit pas, quoi. Ok. C'est pas grave. La vidéo vient de passer, je passe la diapo suivante. Ok. Donc, c'est une deuxième vidéo pour la diapo suivante. C'est pour vous montrer un peu la ténacité du castor. Quand il coupe cet arbre, quand il coupe ses branches, bon, il va s'en servir pour les terriers, etc. Je vais vous expliquer ça après. Mais en gros, pour le transporter, voilà, il le met entre ses incisives et il va traîner la branche. Quoi qu'il arrive, quels que soient les obstacles, il va réussir à aller se mettre au bord de l'eau. Et donc ça, c'est la diapositive suivante, si la vidéo est terminée. Et elle est terminée, je mets la diapo 13. Ouais, merci. Et donc, voilà, ce qu'on disait, c'est cette consommation, que ce soit d'arbres, enfin de troncs, de branches, voilà, ou de végétation, il ne va pas consommer là où il a coupé ses branches. Par mesure de sécurité, puisque le castor est extrêmement agile dans l'eau, mais extrêmement pâteau sur la terre ferme, donc par mesure de sécurité, il va aller au bord de l'eau, sur une légère pente herbeuse ou avec terreuse, à proximité de l'eau, pour pouvoir consommer ce qu'il a coupé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un réfectoire. Donc c'est ce que vous avez sur la figure de gauche. Donc il va consommer à ce niveau-là. Et si toutefois il y a un danger qui apparaît, prédateur, bruit ou quoi que ce soit, il va pouvoir directement plonger dans l'eau et aller se réfugier là où il est le plus en sécurité, c'est-à-dire sous l'eau, pour disparaître. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des réfectoires. Donc il peut y avoir plusieurs types de réfectoires. Il peut y avoir des réfectoires d'hiver aussi, avec des branches qui sont carrément sous l'eau, pour mieux les conserver pendant l'hiver, à proximité du gîte. Et sinon, vous pouvez avoir des réfectoires au printemps ou en été, qui sont un peu plus éloignés du gîte et un peu plus à découvert. Voilà, c'est ce qui lui permet de consommer. Sur la photo de droite, le castor, pour faciliter ses déplacements sur son territoire, et c'est ce qu'il y avait sur les deux petites vidéos juste avant, il va creuser des canaux pour pouvoir relier parfois des bras morts, donc il va recréer en fait de la liaison aquatique avec de l'eau libre par ces canaux. Donc il va vraiment creuser la boue au fur et à mesure de ce passage, mais aussi en forçant avec ses pattes pour pouvoir transporter plus facilement les branches, puisque ça va permettre de flotter au niveau des branches, et donc ça va pouvoir être transporté beaucoup plus facilement que de tirer des branches sur la terre avec tous les obstacles qu'il peut y avoir. Et donc vous voyez ce type de canal qui, en fait, on ne voit pas où ça aboutit, mais ça aboutit en fait vers une saulée, une jeune saulée, qui est juste derrière, en fait, là où je prends la photo, avec un chantier d'abattage, qu'on appelle un chantier d'abattage, avec beaucoup d'arbres abattus. Et donc, à chaque fois, il va pouvoir repasser là très facilement. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, ça fait à peu près 10 mètres de long sur 50 cm de large et à peu près 40 cm de haut. Voilà. Diapo suivante. Donc, toutes ces branches coupées, ils s'en servent évidemment pour se nourrir, mais il va s'en servir aussi pour faire des constructions. Et donc, parmi les constructions, il va y avoir
des terriers, enfin, alors, pour être très exact, les gîtes du castor sont divisés en 3 catégories, les terriers-huttes et les huttes. Le terrier, ça va être un trou classique dans la berge qu'il va agrandir s'il est déjà présent ou qu'il va creuser complètement, avec une entrée qui sera toujours immergée, donc on ne pourra pas voir l'entrée, mais donc il y aura un trou dans la berge qu'on ne va pas voir à l'œil nu. Au fur et à mesure que ce terrier existe, la terre peut s'écrouler, etc. Enfin, ça peut se dégrader, et il va venir renforcer ce terrier avec des branchages. C'est ce que vous voyez donc sur l'image de gauche. Et c'est ce qui va créer un terrier-hutte, donc moitié hutte, moitié terrier. C'est ce que vous voyez aussi sur l'image du milieu. Et puis, dans les zones où il n'y a pas de berge suffisamment haute pour pouvoir creuser un terrier, et ben pour pouvoir faire un gîte, il va carrément construire une hutte. Donc là, c'est la photo de droite. Donc ça va être un dôme, hein. La hutte, ça peut être très important, hein. Ça peut faire 5 mètres de circonférence sur 2-3 mètres de haut, parfois, pour les plus imposantes. Et donc, le gîte va être à l'intérieur de cette hutte, mais évidemment au-dessus de la surface de l'eau, pour pouvoir être au sec dans son trou, dans son gîte. Je passe assez rapidement, si vous avez des questions sur les terriers-huttes, etc., on pourra y répondre à la fin. Et donc, les deuxièmes constructions très connues du castor, ce sont évidemment les barrages. Alors, les barrages, on pensait pendant longtemps que le castor d'Europe ne construisait pas de barrages comme son confrère castor américain. En fait, c'est faux. C'est juste qu'il restait très peu de castors en France à l'époque, comme je vous l'ai dit au début, et que les castors, ils se cachaient. Donc, ils ne faisaient pas forcément de barrages. Et les barrages ne sont construits, en fait, il y a 2 objectifs dans le barrage. C'est augmenter le niveau de l'eau. Et cette augmentation du niveau de l'eau, ça va permettre de pouvoir immerger totalement l'entrée du terrier, donc d'éviter que des prédateurs puissent venir dans le terrier prélever éventuellement des jeunes. Et le deuxième objectif du barrage, ça va être d'étendre en fait son territoire localement pour pouvoir accéder à plus de nourriture, avoir plus de linéaires d'eau libre pour pouvoir accéder à plus de nourriture. Mais les castors ne construisent pas des barrages partout où ils sont. Les barrages sont construits quand il n'y a pas justement assez d'eau dans un cours d'eau ou dans un marais, par exemple, pour pouvoir avoir cette suffisance de niveau pour cacher l'entrée du terrier ou pour aller chercher de la nourriture. Donc, on va surtout retrouver des barrages dans les petits cours d'eau. En général, c'est plutôt les têtes de bassin versant. Et donc, les castors qui sont, par exemple, sur la Loire, sur le Rhône, ils ne vont pas construire de terrier. Ils ne vont pas construire de barrage, pardon. Non, ils n'en auront pas besoin puisque les grands cours d'eau ont suffisamment de profondeur pour pouvoir assurer la fonction de sécurité de l'entrée immergée du gîte. Photo suivante. Et donc, dernière petite photo sur les indices de présence. On a parlé tout à l'heure du castorium, donc cette fameuse borne de marquage qui sert à délimiter les territoires entre les familles de castors. Alors, c'est ce qu'il y a sur votre gauche. On ne le voit pas forcément, mais alors c'est mon pied, je chose du 44 juste pour l'image, pour l'échelle de la photo. En fait, en général, le castorium va être déposé par le castor sur des petits amas de boue qu'il va donc tasser. Ça va faire un petit mont et il va déposer son castorium dessus. Donc, quand le castorium est frais, il y a une petite tache brunâtre qui apparaît, un peu gluante, qui ressemble un peu à du pétrole, voilà, concrètement sur les plages. Ça ressemble à ça. Et c'est très, très odorant. Très, très odorant. Quand vous êtes vraiment à côté, c'est très, très fort. Et donc, c'est ce qui permet de communiquer aussi entre les familles des différents territoires. Donc, ça, c'était pour le castorium. Et les 2 autres photos que vous avez sur la diapositive, on a parlé tout à l'heure de séquetrophie. Donc, après le 2e passage dans le système digestif du castor, voilà à quoi ressemblent les crottes qu'on peut trouver dans le milieu naturel. Alors, on les trouve assez rarement puisque le castor défèque dans l'eau. Donc, en général, elles se délitent. Donc, ce n'est pas facile à trouver. Mais en gros, voilà à quoi ça ressemble et la taille de ces crottes. Donc, il ne reste vraiment plus que les morceaux de petits copeaux accumulés sur la berge. Et ensuite, vous avez un exemple des empreintes de castor, la taille à peu près que vous pouvez avoir. Donc, c'est beaucoup plus grand, notamment la patte postérieure, ça fait à peu près 16-17 cm. C'est quand même beaucoup plus grand que le ragondin qui peut aller jusqu'à 10 ou 11 cm. Et en général, quand le castor se déplace sur de la boue, il y aura la trace de la queue, c'est ce qu'on voit sur le dessin de droite là, en plus des empreintes que vous pouvez voir. Diapo suivante.
Je reprends la main. Tu peux, je suppose, enfin normalement il y a des écritures qui doivent s'afficher sur cette diapo. Le castor, il est qualifié d'espèce ingénieure. C'est un qualificatif qu'on utilise pour certaines espèces animales qui modifient profondément l'habitat. Alors, il coupe des arbres, comme on l'a dit. Tu peux continuer, Dominique. Il construit des barrages et en fait, ça va avoir des influences assez profondes sur pas mal de paramètres, la végétation, l'hydrologie, la géomorphologie, la chimie de l'eau et la faune et la flore. Et évidemment, les transformations de l'hydrologie vont transformer aussi la végétation, la géomorphologie, et chaque paramètre comme ça influe sur les autres et ça a une multitude de conséquences en cascade. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors, le premier impact, c'est sur la physionomie de la végétation. Alors déjà, donc, il y a les coupes d'arbres, bien sûr, mais il y a aussi l'inondation que les barrages créent qui va faire mourir une partie des arbres. C'est la photo que vous avez à gauche. Vous avez aussi, c'est la photo du milieu, le fait de venir couper des arbres et souvent des salicacées va faire ensuite qu'il va y avoir des recépés, des rejets de ces espèces-là qui vont avoir une physionomie, le pied de chaque arbre va avoir une physionomie particulière aussi. Et puis la photo de droite, enfin l'image de droite, ça représente en fait la hauteur de la végétation et toutes les taches rouges, c'est suite à l'installation du castor, les zones où la canopée, c'est-à-dire le sommet des arbres, est plus bas qu'avant. En fait, le castor introduit de la lumière dans les habitats naturels et ça va aboutir à multiplier les espèces végétales. Ça va aboutir à de l'hétérogénéité dans les habitats. Et l'hétérogénéité dans les écosystèmes, c'est un facteur clé pour leur fonctionnement et pour leur résilience aux événements accidentels importants. Tu peux passer, voilà. Les deux photos du milieu, c'est aussi pour vous montrer que, donc sur la photo du haut, que les saules prennent une physionomie particulière lorsqu'ils sont régulièrement consommés. J'ai pas précisé que la consommation, comme le disait Thomas, se fait toujours au plus près de l'eau. Alors il y a certes les canaux qui lui permettent d'aller plus loin et puis l'inondation en elle-même aussi, mais il va en général rester en deçà de 30 mètres, voire beaucoup moins s'il le peut. Donc l'impact sur la végétation va être en fonction de ça. La photo du bas, c'est pour montrer un barrage où une végétation particulière s'installe sur le barrage. C'est-à-dire que derrière les iris, là, c'est un barrage de castor, en fait. Et puis, il y a un élément très spécifique au castor qui va amener beaucoup de bois mort dans l'eau et sur pied. Et ça aussi, ça va avoir un impact important sur différentes choses. On va y revenir. Alors, les influences sur l'hydrologie, la géomorphologie et la chimie qui vont se conjuguer. J'ai pris des illustrations dans divers articles ou sites internet. Ce sont des illustrations, c'est-à-dire que pour à peu près tout ce que je vais vous présenter dans les diapos à venir, là, ce sont des exemples, mais il y a plusieurs études qui concordent dans le même sens. Le premier impact des barrages, c'est ça va réguler le flot de l'eau. Et ça va du coup permettre d'une part ce qu'on appelle le soutien d'étiage, c'est-à-dire que l'été, lorsque les précipitations sont faibles, la retenue d'eau va permettre de garder de l'eau dans la rivière. Ça va permettre aussi de l'écrêtage de crues. Vous avez le graphique là au centre de la diapo qui montre tout en haut, les petits histogrammes montrent les précipitations. Vous voyez un pic de précipitation à un moment donné. Et puis la courbe bleue, c'est l'augmentation du débit en amont du barrage. Et la courbe rouge, c'est l'augmentation du débit en aval du barrage. Et là, on voit très bien l'effet d'écrêtage de crue, de diminution de l'impact de la précipitation
Et là encore, donc ça c'est observé pas uniquement sur un barrage. Donc vous avez un effet très fort là-dessus, qui va en cascade aussi avoir des effets de réduction de l'érosion des berges. L'autre impact hydrologique, c'est qu'on a un stockage d'eau beaucoup plus important, c'est en lien avec ce que je viens de dire, mais c'est un stockage d'eau à l'air libre, mais aussi d'eau dans le sol, ça recharge les réserves d'eau dans le sol. Ensuite, vous allez avoir un effet épurateur. Par exemple, les deux graphiques du bas montrent que en présence du castor, là, plusieurs études concordent, le phosphate dans l'eau diminue, l'azote dans l'eau diminue, les nitrates diminuent, les nitrites, ça dépend parce qu'il y a le cycle de dénitrification qui a lieu, mais dans tous les cas, il y a un processus d'épuration et qui est renforcé par le fait que la retenue d'eau étendant l'eau au-delà du lit initial du cours d'eau, ça augmente les interfaces entre terre et eau et ça augmente les interfaces entre végétation et eau. Or, la végétation joue un rôle dans l'épuration de l'eau. On a aussi un phénomène de rétention de matière en suspension et des nutriments. Les sédiments qui sont dans la rivière ont des multiples impacts. Ils peuvent être problématiques pour les poissons, ils peuvent colmater des frayères, c'est-à-dire des sites de ponte des poissons. Or, on constate que si le castor peut remettre des sédiments en suspension en creusant son terrier ou ses canaux, en fait, les barrages retiennent une énorme quantité, c'est le graphique à droite. Par exemple, je crois que c'est en Suisse que ça a été mesuré, un barrage de castor qui retient 100 tonnes de sédiments. Ça n'est pas négligeable, y compris quand on voit les problèmes d'envasement qui peuvent avoir lieu dans des ports, par exemple. Du point de vue géomorphologique, on va avoir une multitude de conséquences. La sinuosité du cours d'eau va augmenter. On va avoir une division en plusieurs bras éventuellement. Les canaux dont a parlé Thomas jouent un rôle là-dedans aussi. On a un élargissement en fait de la zone occupée par le cours d'eau et une diversification aussi des faciès d'écoulement. C'est-à-dire si on regarde le cours d'eau latéralement, on a une diversification. C'est-à-dire qu'on a là encore une hétérogénéité qui augmente énormément, comme pour la physionomie de la végétation. Et là encore, l'hétérogénéité, c'est un élément très important. Tu peux mettre la diapo suivante qui illustre avec les dessins là, cette augmentation de l'hétérogénéité grâce au castor. Et tout ça, c'est dynamique. C'est-à-dire que c'est pas à un moment donné, ça change et c'est toujours comme ça. Ça va être dynamique parce que un barrage peut être, par exemple, emporté par une crue, mais surtout peut être au bout d'un moment abandonné. Une famille de castors peut, une fois qu'elle a exploité une certaine zone, déménager. Et d'ailleurs, dans l'histoire, enfin avant l'histoire plutôt, les castors ont eu un rôle très important dans le façonnage des écosystèmes parce qu'ils créaient au bord des cours d'eau des prairies renforcées en nutriments et qui étaient donc très productives. Et c'était un facteur particulièrement important d'ouverture des milieux naturels avant que l'homme ne le fasse, au point qu'il y a des articles qui montrent que les derniers chevaux sauvages en Europe occupaient vraisemblablement en grande partie les prairies créées par les barrages de Castor après la disparition du barrage, que les derniers aurochs aussi auraient beaucoup utilisé ces zones-là. Et il y a même certains archéologues qui pensent que ça a eu un effet important pour l'installation des hommes, que les hommes préhistoriques s'installaient préférentiellement dans ces zones-là où ils trouvaient du bois en abondance déjà coupé pour se chauffer, où ils trouvaient une diversité de plantes, voire des zones cultivables, ces fameuses prairies de castor créées après la disparition des barrages. Tout ça va avoir plein d'influences sur ce qui intéresse au premier chef la SFEPM, la faune et la flore. Tu peux passer à la diapo suivante. Là encore, c'est des exemples que j'ai mis donc de l'association Natagora en Belgique. Quand on fait le tour de la bibliographie, ça va quand même à peu près toujours dans le même sens sur l'impact
du castor sur les autres espèces. Alors, sur la végétation, j'en ai déjà parlé, mais on a une diversification de la végétation, en particulier parce qu'il amène de la lumière, donc ça permet aux plantes de zones humides et qui cherchent l'ensoleillement de se développer. On va avoir une plus grande biomasse. En Amérique du Nord, il a été noté que le castor avait un impact très net sur des plantes invasives, le myriophile du Brésil notamment, pour diminuer ces plantes invasives-là. Et ensuite, à tous les étages, il y a des effets. Le zooplancton et les bactéries dans l'eau augmentent en abondance énormément. Au niveau des invertébrés aquatiques, toutes les études montrent une plus grande diversité en présence du castor, notamment parce qu'il crée une multitude de micro-habitats. Le bois mort dans l'eau, les enchevêtrements dans les huttes ou les barrages, les zones inondées, les canaux, tout ça, c'est encore une fois une histoire d'hétérogénéité, une multitude de micro-habitats très variés qui favorisent différentes espèces. Et donc, c'est notamment très favorable aux libellules, aux dittiques, les coléoptères aquatiques, aux punaises aquatiques. Et non seulement il y a plus d'espèces, mais il y a plus d'individus, il y a une plus grande abondance. Ça va. Alors, un des grands effets des barrages de castor, c'est de ralentir le courant, évidemment. Or, les espèces, que ce soit des invertébrés ou des poissons, peuvent être adaptées plutôt à des cours d'eau lents, plutôt à des cours d'eau rapides et bien oxygénés. Donc, ça va évidemment éventuellement transformer les peuplements. Mais globalement, les espèces de cours d'eau rapides ne sont pas nécessairement autant désavantagées qu'on pourrait le penser, mais notamment parce qu'entre les barrages, il reste des zones courantes et que le fonctionnement du cours d'eau en lui-même s'améliore. Et donc, en fait, ce n'est pas forcément négatif pour ces espèces-là. Au stade amphibien et reptile, alors les amphibiens, évidemment, voient leur habitat qui s'étend largement, donc c'est très favorable. Et puis, il y a une insolation plus importante, ce qui est utile pour les amphibiens et pour les reptiles. Et ils vont avoir plus de nourriture et aussi plus de cache. Là encore, les barrages, les huttes peuvent être utilisées par une multitude d'espèces, notamment des lézards, lézards vivipares notamment. Là, l'illustration, c'est les pompes de grenouilles rousses, la première en haut, qui sont nettement plus abondantes en zone de présence du castor. Chez les oiseaux, on va avoir un peu le même phénomène, plus de nourriture. Ça peut être les amphibiens, ça peut être les poissons, ça peut être les invertébrés. Les arbres morts qui sont favorables à certaines espèces, comme le dessin le montre avec les pics. Et il a été observé plus d'espèces différentes. Et pour ce qui est des espèces liées aux cours d'eau, aux zones humides, notamment le râle d'eau et la bécassine des marais que vous avez en photo ici, eh bien, il y a plus de territoire de chacune des espèces dans les zones à castor. Chez les mammifères, on va avoir une multitude d'éléments favorables aussi. Les ongulés vont être favorisés par le rajeunissement, en fait, avec les jeunes pousses de saules ou autres qui repoussent. C'est une source de nourriture. Les petits carnivores vont en profiter, loutres et putois notamment, ils ont davantage de nourriture. Et puis, c'est connu, ils peuvent utiliser les huttes ou les barrages comme gîtes. On peut citer l'hermine aussi. Les micromammifères, liés au cours d'eau ou pas, mais par exemple la musaraigne aquatique, qui est une petite espèce protégée, vont utiliser aussi ces éléments comme des gîtes. Et après, il y a le cas des poissons, qui est un peu particulier, au moins parce que ça peut susciter des peurs sur quelles conséquences de la présence du castor pour les poissons. Il y a certains paramètres qui changent, qui peuvent être néfastes, au moins une partie. Bon, clairement, les salmonidés sont des poissons d'eau courante, oxygénée, fraîche. Or, la présence du castor augmente la température par l'ensoleillement, par la création des retenues d'eau. Ça peut faire disparaître des frayères, donc des sites de ponte. Ça peut diminuer l'oxygène dans l'eau. Et puis, ça crée des obstacles. Mais dans toute la biblio, si on prend du recul, finalement, ce qu'on observe, c'est
une augmentation de la diversité des habitats, une augmentation des proies, la stabilisation hydrologique dont je vous parlais au début, qui est favorable en fait aux poissons aussi, la création de sites refuges, si bien qu'on observe une augmentation de la diversité, on observe des truites qui sont plus grosses, qui viennent se réfugier dans les retenues créées par les barrages. Et donc, on constate finalement que ça ne pose pas de problème très important. Et d'ailleurs, c'est les Écossais qui disent ça, qui disent, mais finalement, le manque d'études précises sur les effets de la présence du castor sur les salmonidés reflète le fait que ça n'est pas un enjeu majeur, contrairement à ce qu'on aurait pu croire au premier abord. Et puis, pendant des millénaires, en fait, les différents poissons d'eau douce ont tout à fait cohabité avec le castor. D'ailleurs, les salmonidés, en fait, peuvent tout à fait franchir les barrages, notamment en période de crue, et même des espèces qui se déplacent moins facilement, comme le chabot, utilisent, vous avez peut-être vu tout à l'heure sur certaines photos, on voit aussi que l'eau contourne parfois le barrage, et ils vont utiliser ces petits mini-ruisseaux créés en plus. En conclusion, sur la faune et la flore, on a globalement une augmentation de la diversité, de la biomasse en fait, et puis au moins 2/3 des zones humides ayant été détruites en France dans les dernières décennies. Les espèces liées aux zones humides sont souvent menacées, et donc ça abrite, les zones de présence de castor abritent souvent des espèces devenues rares. Et puis, pour les espèces pour lesquelles ça serait un peu défavorable, en fait, c'est largement compensé par le fait qu'il y a une fonctionnalité générale du cours d'eau qui est améliorée. Je n'ai pas mentionné les chauves-souris qui sont sur le dessin aussi. Il y a aussi eu des mesures d'augmentation de l'activité des chauves-souris. Tu peux mettre la diapo suivante, Dominique, s'il te plaît. Thomas a parlé au début de l'intérêt du castor face au changement climatique. Quelques éléments, hein. Vous avez ici des illustrations, donc ça vient d'un article américain qui montre que, et il y a d'autres exemples, hein, que la présence du castor est un élément intéressant contre les incendies, tout simplement parce qu'il élève la nappe d'eau, que la végétation et le sol est davantage gorgés d'eau, et que ça permet à ces écosystèmes-là de mieux résister au feu. Il y a l'aspect soutien d'étiage, écrêtage de crues dont je vous ai parlé, qui est vraiment intéressant par rapport au phénomène d'inondation ou de sécheresse qui se multiplie avec le changement climatique. C'est mieux que des méga-bassines. Et puis, je vous ai mis en référence un site suisse, là, Infofauna, où il y a des études, mais là encore, c'est pas juste une étude isolée sur le stockage de carbone. En fait, les retenues d'eau, les barrages, fonctionnent aussi comme puits de carbone. En Suisse, ils ont mesuré qu'un barrage permettait de stocker la quantité de carbone émise par 20 foyers suisses en un an. D'autres publications, en Angleterre notamment, concordent pour dire que pour 1 mètre carré de retenue d'eau créée par le castor, on a 70 kg de carbone qui est stocké. Et puis, donc ça, c'est l'aspect changement climatique. Et puis, pour la diapo suivante, le castor, c'est aussi un allié pour la restauration globale des écosystèmes. Je ne vais pas vous détailler chaque image, titre d'article que j'ai mis là, mais c'est pour illustrer le fait qu'aujourd'hui, comme Thomas l'a mentionné, le castor peut être vu comme un outil de restauration des milieux aquatiques et humides. J'attire votre attention sur un article de Reporter qui date de février, je crois, où en République tchèque, des castors ont construit des barrages justement là où l'homme s'apprêtait à investir beaucoup d'argent pour faire un barrage en matière de restauration d'écosystèmes. Tout fin février, l'Angleterre a relâché des castors dans une optique qui est la même. Et puis, pour illustrer ça, j'ai une anecdote. Il y a 2 ou 3 ans, j'assistais, dans le cadre de la Journée mondiale des zones humides, à une rencontre entre gestionnaires de cours d'eau et de bassins versants sur la restauration des milieux aquatiques. Et un intervenant de l'Office français de la biodiversité faisait un exposé assez long sur la restauration des milieux aquatiques. Et tout le long de son exposé, il parlait de l'importance de ralentir
l'écoulement de l'eau, de retenir l'eau et l'importance du bois mort dans le cours d'eau. Et donc, en fait, la meilleure réponse pour ça, c'est le castor. Si l'homme, comme pour plein d'autres espèces de faune sauvage, si l'homme veut bien lui accorder une place, et je passe la parole à Thomas pour la suite. Ouais, merci Franck. Alors, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc, évidemment, le castor a des impacts extrêmement positifs globalement, il faut souligner, mais parfois, ça rentre un peu en conflit avec les activités humaines. Et donc, il y a 2 conflits, en tout cas 2 dommages qui sont répertoriés actuellement. Le premier, c'est la consommation d'arbres cultivés, et notamment le cas de peupleraies, qui est assez connu. Donc forcément, ça peut impacter, et une famille de castors peut impacter gravement une culture de peuplier qui serait à proximité de l'eau. Et le deuxième impact possible, c'est les fameux barrages de castors qui vont créer une inondation, et cette inondation, malheureusement, elle peut s'étendre sur des terres cultivées, des prairies, comme c'est le cas à droite sur l'image, et donc ne plus être exploitable par l'exploitant agricole qui est sur place pour mettre ses bêtes ou pour faire du foin, etc. Voire peuvent aussi ennoyer des routes ou des systèmes de circulation, des voies ferrées, etc. Donc ça peut créer quelques problèmes et quelques conflits. Heureusement, il y a des solutions. Si tu peux passer à la diapo suivante. Donc il y a des solutions pour éviter de se faire grignoter des arbres. Il y a des solutions individuelles ou collectives. Individuelles, ce sont les manchons métalliques là, que vous voyez à gauche sur la photo. Alors pas en plastique, parce que le castor mange le plastique, enfin arrive à couper le plastique. Donc c'est vraiment des manchons individuels qu'il faut à chaque arbre pour éviter que le castor vienne grignoter ces arbres. Ou à défaut, vous pouvez aussi utiliser, lorsque c'est des peuplements, ou en tout cas par exemple des champs de maïs aussi, puisque le castor peut aussi s'attaquer à du maïs. J'ai vu ça dans le chat là, qui est passé tout à l'heure. Vous pouvez mettre des clôtures électriques aussi le long de la prairie, ou en tout cas le long de la parcelle, pour éviter que le castor vienne entrer directement dans la parcelle. Pour les questions d'inondation, on a souvent maintenant recours à ce qu'on appelle des trop-pleins. Donc, c'est des tuyaux, des très longs tuyaux. Alors, actuellement, on est sur des tuyaux de 6 mètres de long à peu près, pour le fait qu'ils soient efficaces, qu'on vient installer en fait d'amont en aval dans le barrage. Donc, on va forcer le barrage. Alors, tout ça, les manchons, le trop-plein, je précise que comme c'est une espèce protégée, son habitat est également protégé, donc son barrage est protégé, donc on n'a pas le droit de venir détruire un barrage de castor. Donc tout ça, ça demande des dérogations d'espèces protégées, et en général, ces siphons sont installés, enfin ces trop-pleins sont installés par les agents de l'Office français de la biodiversité sur le terrain. Donc ces trop-pleins ou ces siphons vont venir réguler le niveau de l'eau sans pour autant que le castor ne s'en aperçoive. Alors parfois il s'en aperçoit, parfois il arrive à contourner le problème, mais souvent après plusieurs tentatives, on peut trouver des solutions efficaces sur le long terme avec ces siphons, et donc permettre de diminuer globalement le niveau d'eau, et donc d'éviter les inondations connexes, que ce soit sur les routes ou sur les prairies. C'est vraiment du cas par cas, il faut vraiment aller sur le terrain, étudier la chose bien comme il faut avec des spécialistes pour pouvoir trouver une solution adéquate sur le terrain en question, localement. Mais il y a des solutions qui existent dans les conflits. Donc le castor, on l'a dit, il se développe, les populations se développent, elles se portent bien globalement, cependant il reste encore des menaces. Donc il y a des cas de braconnage, tout simplement parce que parfois une prairie qui se fait inonder ou des peupliers qui se font manger, ça ne plaît pas forcément à certaines personnes, et donc elles règlent leurs problèmes avec leur façon. Donc ça, c'est malheureusement des cas de braconnage qui existent. L'homme, quand le castor a disparu, l'homme a construit quand même quelques petites, voire très grosses installations sur les cours d'eau, des barrages, des seuils, etc. Ce qui peut occasionner des cloisonnements des populations, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de connectivité entre les différentes familles, et donc certaines familles se retrouvent cloisonnées, il n'y a plus d'échanges, et donc il n'y a plus d'interaction entre les individus, il n'y a plus d'échange génétique, il n'y a plus de flux génétique, il n'y a plus de reproduction, et ça peut aussi être un problème au niveau génétique pour la population. La destruction de l'habitat, évidemment, bon, ça, j'allais dire malheureusement, c'est du classique, par l'endiguement, la calisation des cours d'eau, la suppression des ripisylves. La concurrence avec le castor canadien, alors ce n'est pas le cas en France, mais c'est des cas qui sont surveillés
par l'OFB quand même en France, au cas où il pourrait arriver. Mais en tout cas, dans les pays limitrophes à la Finlande, par exemple, où il y a une compétition qui peut s'installer entre le castor canadien et le castor européen. Et en général, le castor canadien, quand il débarque dans un milieu, supplante le castor européen parce que le castor canadien se reproduit mieux et a des densités un peu plus importantes sur les milieux. Donc attention aussi au castor canadien, pour l'instant pas en France, mais on ne sait jamais. Quelques menaces aussi sur la lutte contre les rongeurs aquatiques indésirables. Donc c'est des risques de confusion là plutôt avec le rat gondin, voire le rat musqué, puisqu'en France, donc, ces deux espèces sont des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Elles peuvent être piégées et tirées au fusil. Et donc, parfois, un castor qui nage à la surface, comme on voit avec la tête qui dépasse là sur la diapositive, bah, ça ressemble beaucoup à un ragondin quand on ne s'y connaît pas. Et donc, une erreur est très vite arrivée. Il peut y avoir aussi des problèmes de capture accidentelle dans des engins de pêche, notamment des nasses à silure qui sont assez conséquentes et qui entraînent parfois un castor dans l'eau et il ne peut pas remonter, il ne peut pas respirer et donc se noie. Et puis, le développement d'espèces végétales exotiques peut aussi impacter les potentialités alimentaires sur un site. Vous avez certainement déjà vu de la renouille du Japon s'étendre énormément dans les cours d'eau, dans les fleuves, dans les marais. Et donc, tout ça va venir étouffer la végétation actuelle dont pourrait se nourrir le castor. Diapo suivante. Et je vais aller très très vite pour terminer. Donc, juste pour vous signaler que donc il y a cette thématique castor qui est en vogue en France actuellement. Il y a le deuxième colloque national qui s'est tenu en décembre dernier à Blois, avec différentes thématiques qui ont été abordées et qui permet de maintenir une certaine dynamique entre les acteurs en France, puisqu'il y a beaucoup d'initiatives. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Il y a beaucoup d'initiatives au niveau local qui sont réalisées, notamment, par exemple, là, j'ai mis l'exemple du plan régional d'action en faveur du castor d'Europe, qui existe depuis plusieurs années dans le Grand Est. Mais il y a aussi des plans de gestion dans le Nord-Isère, par exemple, qui sont orientés sur le castor pour justement renaturer les milieux, restaurer les milieux humides à l'aide du castor, comme un allié. Il y a aussi des choses qui sont faites chez nos voisins, notamment chez les Suisses, on les a déjà cités. Donc voilà, par contre, en France, voilà, il y a plein d'actions un peu isolées, mais il n'y a pas de coordination vraiment nationale, un cadre national qui existe. Il existe un suivi et l'extension de l'espèce par le réseau castor de l'OFB, mais là encore grâce à l'aide de pas mal d'associations, notamment en région ou dans les départements. Il y a besoin d'en connaître un peu plus sur les effets écosystémiques. Il y a eu beaucoup de choses de fait. Franck l'a souligné en Écosse, en Angleterre, en Suisse, etc. En France, on manque encore de billes, de données, d'informations sur vraiment l'impact du castor. Et puis, évidemment, je viens d'en parler, il y a cette cohabitation entre castor et humain qui doit mieux se passer. C'est possible de mieux cohabiter, de mieux coexister. Et donc, tout ça nous a amené à une réflexion d'un cadre national. Donc, c'est ce qu'on réfléchit depuis un petit bout de temps avec l'Office français de la biodiversité, la Société nationale de protection de la nature et donc la SFEPM. On est sur le point d'aboutir à vraiment l'écriture d'une stratégie nationale en France pour cadrer tout ça et faire en sorte que tout le monde travaille dans le même sens et qu'on progresse tous dans le même sens, avec peut-être l'espoir d'un plan national d'action, comme c'est le cas actuellement, par exemple, sur la loutre. Voilà. Donc, tout ça, c'est en cours. On vous tiendra au courant. Et donc, pour terminer, juste pour vous rappeler, donc ce webinaire Castor est organisé dans le cadre du Printemps des Castors, donc du 20 mars au 20 juin. Donc, je vous invite toutes et tous à aller voir le site internet du Printemps des Castors pour voir s'il n'y a pas d'animation près de chez vous, ou au contraire, pour peut-être organiser une animation près de chez vous et donc l'inscrire. Nous avons aussi vocation à éditer une plaquette sur le castor, qui sera une plaquette nationale. Et puis la synthèse de ce fameux colloque, là j'ai été très vite, mais la synthèse sera disponible sur le site internet, enfin en tout cas les vidéos seront disponibles sur la chaîne YouTube de la SNPN, de l'OFB et de la SFEPM très prochainement. Et dans les publications récentes qui sont sorties notamment en 2024, donc il y a un livre sur le castor qui s'appelle « Vivre en castor » qui a été écrit par Rémi Louglia. Donc Rémi Louglia, c'est le président de la SNPN, qui est un historien qui a travaillé sa thèse notamment sur le castor en France et la protection de la nature. Il y a également un livre qui est sorti de Baptiste Morisot et Suzanne Husky, ça vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle « Rendre l'eau à la terre » et qui notamment parle de castor et donc d'imiter les barrages, en tout cas la technique des castors pour pouvoir restaurer les milieux humides. Et puis il y a le dernier courrier de la nature aussi de la SNPN qui est sorti et qui est consacré avec un dossier spécial sur le castor. Voilà, j'en termine là. Je crois que la dernière diapo, c'est juste un petit coin de pub. N'oubliez pas que l'association, la SFEPM est une association.
L'association a toujours besoin de dons ou d'adhérents, donc n'hésitez pas à aller nous suivre aussi sur nos différents réseaux sociaux et nous contacter. Et encore merci d'avoir assisté à ce webinaire malgré le début un peu compliqué. Donc maintenant, on laisse sa place aux questions. On va prendre 10 minutes, un quart d'heure, si vous voulez échanger sur des questions. Si vous pouvez utiliser, s'il vous plaît, alors pas dans le chat, s'il vous plaît, on va plutôt utiliser le système oral. Donc vous avez une petite main en haut de votre écran qui s'appelle « Lever la main ». Donc si vous voulez poser une question, on vous propose d'appuyer sur ce petit bouton, on verra qui veut poser la question et on vous écoute. Et en tout cas, on essaie de répondre à cette question. Oui, il y a déjà une première question, donc il faut activer votre micro et poser votre question, s'il vous plaît. Micro bloqué. Ah, oui, c'est nous, c'est moi ça? Oui, c'est oui. vous. Allez-y, on vous écoute. Je peux poser la question? Allez-y. Est-ce que les castors hibernent, s'il vous plaît? Non, les castors n'hibernent pas. Alors, ils ont une activité un peu réduite en hiver. Ils se déplacent un peu moins, mais ils n'hibernent pas du tout. Il reste quand même une activité en hiver. Merci beaucoup. Je précise simplement que je n'ai pas pu accéder aux images. Je n'avais que le son. Ah, vous avez eu aussi ce problème. Donc, il fallait passer... Oui, malheureusement, si vous passez, malheureusement pour certains, par l'application Teams, le diaporama n'apparaissait pas. Donc, bon. Je vais mettre le diaporama et le webinaire sur le site internet de la SFPM, sur la chaîne YouTube. Donc vous allez pouvoir revoir les... D'accord. Merci. Désolé pour les problèmes techniques. Deuxième question. Je n'ai pas vu qui posait une question. Oui, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Je me demandais si les deux espèces de castors pouvaient se reproduire. Est-ce qu'on a déjà assisté à des cas d'hybridation? Alors, de mémoire, ça a été le cas en milieu captif, quand ils ont fait des tests. Mais là, c'est un peu une colle, parce que je n'ai pas révisé sur Je n'aurais pas beaucoup mieux, mais ça me dit quelque chose. Ceci dit, les deux espèces n'ont pas le même nombre de chromosomes. Oui. Et donc, globalement, ça ne doit pas très bien marcher dans tous les cas. C'est pas viable sur le long terme, je pense, effectivement. Et pour mémoire, le castor d'Europe a 46 chromosomes, et je crois que c'est 40 pour le castor canadien ou inversement, je ne sais plus. Il y avait une troisième question. Oui, combien de temps il peut rester sous l'eau sans respirer? Et on a parlé qu'il se faisait piéger dans les pièges à silure. Au bout de combien de temps il meurt? Alors, je ne sais pas si Franck, moi j'ai autour de grand maximum 10 minutes, 12 minutes de mémoire. Mais en général, ça c'est un maximum, hein, attention. En général, le castor va plutôt plonger régulièrement, remonter, plonger régulièrement, etc. Et donc, je pense que dans les nasses à silure, il doit un peu paniquer, ça doit durer quelques minutes, malheureusement, l'agonie, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air dans ses poumons et qu'il meure, malheureusement. Merci. De rien. Juste pour information, je ne sais plus s'il y a une autre question, mais on n'en a pas parlé. On n'a pas parlé de la longévité ou de l'espérance de vie du castor. Donc, en gros, en milieu captif, un castor peut vivre une quinzaine d'années sans trop de problèmes. Dans le milieu naturel, et c'est là où on parle d'espérance de vie, on va plutôt tabler à 10 ans à peu près pour un castor. Voilà. On n'a pas parlé non plus de prédateurs. Tout à fait. Alors, il y a pas mal d'espèces de carnivores, de rapaces qui peuvent s'attaquer au castor, plutôt aux jeunes. Mais il n'y a qu'une seule espèce, visiblement, enfin, en tout cas de ce que j'ai lu, qui peut avoir un effet régulateur, c'est le loup, dans certaines conditions. Oui, c'est ça. Et donc le silure peut être un prédateur du castor, concrètement. Hein. Bonsoir, vous m'entendez? Oui. Merci pour votre exposé. Je voulais savoir, est-ce qu'on a une idée un peu de la vitesse de recolonisation d'un cours d'eau quand on a une présence qui commence à émerger? Et la question aussi connexe, c'est
en termes de reproduction, quelle est la dynamique de la population globalement? Merci. En termes je peux répondre à la première partie. En termes de vitesse de colonisation, c'est très très variable. Ça va vraiment dépendre des habitats disponibles et donc de la disponibilité alimentaire. Concrètement, donc vous avez cette famille de castors. Donc, tout à l'heure, on a parlé à peu près 6 individus. Au bout de 2 ans, les jeunes les plus vieux sont chassés, donc vont devoir aller coloniser d'autres territoires. On sait que les femelles castors, à ce moment-là, s'il y a des territoires libres à proximité, vont pas forcément beaucoup s'éloigner, et c'est plutôt les mâles qui vont faire un peu plus de kilomètres. Après, ça peut, donc en fonction de l'habitat et donc des ressources alimentaires, ça peut aller très très vite. Un castor, en 2 années, peut parcourir facilement 50 à 60 km de cours d'eau, j'entends. Là, pour l'exemple j'avais étudié un exemple dans les Ardennes. Effectivement, il avait fait 60 km en 2 ans, en 2 années pleines de cours d'eau, pour se retrouver dans une carrière et donc exploiter, pouvoir une ancienne carrière. Donc ça va vraiment dépendre vraiment du milieu et de la possibilité des trous qui restent encore colonisables au niveau des habitats. Par contre, pour la dynamique de population, Franck, je ne sais pas si tu peux répondre à la question. C'est-à-dire qu'il y a une capacité de recolonisation intéressante par le fait de pouvoir faire comme ça des sauts, plusieurs dizaines de kilomètres, d'aller s'installer dans des nouveaux secteurs. Par contre, c'est pas une espèce qui a une dynamique des populations très forte. Vous voyez, il y a en moyenne 2-3 petits produits par an, et dont une bonne partie n'arrivera pas à l'âge adulte. Donc ça ne fait pas un potentiel, une dynamique énorme. Maintenant, la situation actuelle l'illustre à partir d'une partie des sites de réintroduction. L'espèce a colonisé des grands territoires. Donc elle avance petit à petit. Et ça dépend aussi des obstacles qu'elle peut rencontrer aussi sur ses déplacements, puisqu'il y a certains obstacles qui sont infranchissables. Alors parfois, il y a des barrages humains ou des constructions humaines qui peuvent, a priori pour nous paraître dire un castor ne va jamais passer là, ne va jamais franchir le seuil ou le barrage. Et en fait, il arrive quand même à franchir des choses un peu impressionnantes. Mais parfois, effectivement, il est incapable de franchir certains seuils, et donc il y aura impossibilité de coloniser de nouveaux territoires sur le milieu. C'est un peu ce qui s'est passé en Bretagne. Franck, je ne vais pas te spolier ça, mais en gros, la colonisation ne s'est pas vraiment étendue parce qu'il y a aussi des obstacles qui sont entrés en jeu. Alors, les obstacles sont mais comme tu l'as dit, souvent pas infranchissables. Par contre, chez nous, là, la petite population dans les monts d'Arrée très isolée, si un castor sort de la zone occupée, il a un réseau hydrographique assez immense devant lui, et en fait, peut-être des chances de retrouver un autre individu pour se reproduire assez restreintes. Ça avait été observé au moment des réintroductions. Il y a certaines réintroductions qui n'ont pas été efficaces parce que les animaux déracinés partaient loin et ne se retrouvaient pas, et il n'y avait pas reproduction. Mais sinon, la capacité, malgré tout, à franchir les obstacles, elle n'est pas si mauvaise, quoi. Et est-ce qu'on a des exemples prouvés de passage d'un bassin versant à l'autre à partir de la tête des bassins, plutôt que de remonter les cours d'eau, quoi? Alors, il peut... j'ai pas de chiffres. Là, pour le coup, il faudrait revoir là, un peu la biblio. Mais le franchissement de bassin versant est possible. Voilà. J'ai dit tout à l'heure que le castor était pâteau sur la Terre, mais il est quand même capable de franchir des bassins versants. Par exemple, en tout cas, l'hypothèse qui est émise sur les castors qui sont apparus au Pays Basque, donc sur la rivière Nive, pour ceux qui connaissent. En gros, ils ont franchi une petite partie des Pyrénées, qui est quand même à 800 mètres d'altitude, donc au bout de torrents, de cours d'eau torrentueux. Donc, il est quand même capable de franchir des têtes de bassins versants. Maintenant, c'est pas le plus facile pour lui, c'est sûr. Il faudrait voir la biblio sur les franchissements possibles. C'est pas aussi
C'est pas aussi actif qu'une loutre, par exemple, sur terre ferme, et qui, elle, est capable plus facilement de franchir des bassins versants. Le castor est un peu plus pâteau. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'ils ont à craindre des crues qui peuvent être violentes sur certaines rivières et subites, ou est-ce qu'ils ont une faculté d'adaptation et de prévention de ces incidents naturels? Franck, tu veux prendre? Tu dis quoi, toi? Tu veux prendre la réponse? Si tu as quelque chose d'évident à dire, vas-y. Non, ils arrivent. Enfin, je ne sais pas si c'est documenté, ça, vraiment, sur les crues flash, on va appeler ça comme ça. Oui. En tout cas, moi, ce que j'ai pu observer dans les Ardennes, j'en ai beaucoup observé dans les Ardennes, quand il y avait vraiment des crues qui montaient assez vite, les castors ont quand même la possibilité de sortir de leur terrier et de se réfugier sur les points les plus hauts, y compris même s'ils sont à découvert dans la végétation. Voilà. C'est pas très grave. Cependant, ça dépend de la période à laquelle ça arrive. Si ça arrive pendant que les jeunes sont nés et ne sont toujours pas capables de nager, puisque en fait les jeunes, ce qu'on n'a pas dit non plus, donc la reproduction a lieu en janvier-février, les jeunes vont naître à peu près en mars, en gros, et ils vont commencer à sortir du terrier fin mai, en gros. Mais par contre, alors je ne sais plus, c'est en deux premières ou les 3 premières semaines, ils sont incapables de plonger correctement et de nager sous l'eau correctement, parce que c'est comme des pochons, en fait, ils flottent plus qu'ils ne peuvent plonger. Donc si la crue a lieu à ce moment-là, et si les parents ne sont pas assez vigilants pour prendre les petits et les emmener ailleurs, parce qu'ils sont capables de le faire, bah, les petits peuvent se retrouver piégés dans le gîte et se retrouver noyés si le niveau d'eau augmente. Ça, c'est possible. Mais en général, je pense qu'ils ont plutôt une bonne capacité à résister à des crues, à se réfugier sur les points hauts et à attendre que ça passe. Maintenant, le problème, c'est que quand il y a des crues assez violentes, et bah, parfois, tout est à reconstruire, les barrages, le terrier, le gîte, etc. Donc, il y a un peu de boulot derrière pour la famille castor, quoi. Oui, merci, oui. Oui. Je sais pas, Franck, si tu voulais rajouter un truc. Non, c'est très clair. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas trop les. S'il y a encore des mains levées. Qu'en est-il des collisions routières au niveau des ponts? Alors, c'est une des causes de mortalité du castor, concrètement, les collisions routières, puisque, oui, juste pour rappel, ça peut étonner peut-être les gens, le castor est un animal aquatique, donc on se dit, bah, quand il y a un cours d'eau qui arrive sous une route avec le pont, bah, le castor va nager sous le pont et va franchir en nageant le pont, enfin sous la route. Et ben non, en fait, les espèces en général, et la loutre notamment aussi, par exemple, n'aiment pas franchir ce genre d'obstacle en nageant. Ils préfèrent marcher à pied sec. Donc du coup, s'il n'y a pas d'aménagements qui sont réalisés sur les berges pour pouvoir passer sous le pont à pied sec, donc là on parle d'encourbellement, on parle de choses comme ça, et ben, le castor ou la loutre vont remonter sur la berge, traverser la route et redescendre de l'autre côté, ce qui forcément entraîne un risque non négligeable de collision routière. Donc effectivement, les collisions routières sont un risque non négligeable pour les populations de castors, ce qui réduit d'autant plus la connectivité entre les populations et donc l'appauvrissement génétique, malheureusement. Mais du coup, il y a aussi des solutions. Là, je ne l'ai pas abordé parce que ce n'était pas forcément la première cause de mortalité. Mais voilà, il existe des solutions d'aménagement sous les ponts au niveau des berges pour que les espèces puissent passer en toute transparence, en toute sécurité. Il faudrait que je retrouve. Je pense que l'OFB doit avoir les chiffres de collisions routières annuelles. Je ne les ai pas en tête. Mais on doit pouvoir trouver ça assez facilement sur le site de l'OFB. Oui, je ne l'ai pas dit, je fais un peu de pub, parce qu'on est quand même partenaire aussi de l'Office français de la biodiversité. Il y a un site internet que l'OFB a consacré au castor sur leur portail technique Castor, où vous pouvez aussi retrouver pas mal d'informations sur l'espèce. Donc n'hésitez pas aussi à consulter le site de l'OFB, dont le castor reste une espèce prioritaire dans leur suivi. C'est eux qui ont en charge notamment Ils ont 2 grandes missions, l'OFB, pour le castor en France. C'est faire un point sur le suivi de l'espèce en France et donc l'extension, donc les cartes de répartition que vous avez vues là. Et la deuxième mission, c'est la mission d'intervention en cas de conflit, pour essayer de trouver des solutions adéquates. Alors, attendez, il faut aller sur le chat.
Le castor est un animal diurne avant d'être chassé. Malgré sa protection, il reste nocturne. Y a-t-il une explication probable? Alors en fait, historiquement, mais il faudrait relire la bibliographie, en gros, tous les mammifères étaient à peu près diurnes à l'époque et se sont adaptés aux activités humaines en passant, pour une partie d'entre eux, en activité nocturne pour éviter de les rencontrer et de se faire chasser. Le castor ne fait pas exception. Par contre, dans les endroits relativement tranquilles, donc pour l'instant, ils doivent être encore assez rares, c'est le cas aussi de la loutre, hein. Franck pourra le dire, il connaît mieux que la loutre que moi. On commence à observer des individus en journée. Voilà, diurnes. Donc, les animaux, en fonction du dérangement local, peuvent éventuellement retrouver une activité en partie diurne. Voilà. Mais ça reste très marginal, a priori. Il y a une niche écologique, impossible d'utiliser mon micro. Franck, tu veux répondre? Et alors, je vois pas apparaître à jour les questions dans le chat. Y a-t-il un effet de compétition entre le ragondin, le rat musqué et le castor, étant donné qu'ils partagent la même niche écologique? Alors moi, ce que j'ai comme observation ou littérature, c'est plutôt, il n'y a pas énormément d'interaction. Pas forcément tant que ça de compétition, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, il peut y avoir de la réutilisation de gîtes de castor par ragondin. Le ragondin, quand même, va fuir le castor s'il y a une interaction antagoniste. Mais il y a de fait de la cohabitation sur les mêmes secteurs, quoi. Je ne sais pas si Thomas, tu as un regard différent. Non, c'est ça en gros qui ressort, effectivement. Il n'y a pas de compétition directe. Je ne parlais pas de niche écologique, c'est le même habitat. Mais en fait, quand on regarde plus en détail, le ragondin va grignoter quelques écorces, c'est possible, mais pas globalement. Il va plutôt se réfugier sur les espèces hydrophiles, etc. En gros, sur un secteur, on va dire une zone humide classique, il y a assez à manger à la fois pour le ragondin, le castor, voire le rat musqué. La compétition serait d'ailleurs plus entre le rat musqué et le ragondin, plutôt qu'entre castor, ragondin, rat musqué. Mais globalement, effectivement, il y a coexistence et pas vraiment de compétition. Sur les bords du Rhône, ils semblent partager le territoire sans grosse compétition. Voilà, ça rejoint un peu effectivement. On va prendre encore une question, et puis, parce que je vois qu'il est 19h30, dernière question, et puis après, on clôturera ça. Si vous avez encore une question, allez-y. Est-ce que vous n'en avez pas? Attends. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions, très bien. Ben, on va clôturer. Ah, voilà, il y a une dernière question. Où est-ce que les populations de castors sont situées en France? Ah, vous n'avez pas vu du coup les cartes qu'on a diffusées malheureusement. Alors, bon, vous irez revoir le webinaire, mais sinon vous pouvez trouver aussi les cartes de répartition donc, sur le site de l'Office français de la biodiversité. Donc globalement, suite aux réintroductions de castors en France, tout le bassin du Rhône, tout le bassin de la Loire et une grosse partie du bassin du nord-est de la France, la Moselle, etc., sont bien occupés par les castors, y compris une partie de la Garonne, jusqu'au Tarn-et-Garonne, par là. Là, on va dire qu'il y a une répartition un peu continue du castor. Et puis, il y a quelques apparitions ponctuelles ici ou là, ou en tout cas en marge, notamment dues à la présence des castors de population sur les pays limitrophes. Je pense à la Belgique, je pense au Luxembourg. Donc là aussi, à la frontière, il y a aussi des castors qui apparaissent, notamment dans le nord de la France. Et puis, renouveau, là, c'est le côté espagnol que je connais bien, du coup. Il est apparu récemment aussi au Pays Basque. Donc voilà, donc en gros, la répartition, elle est celle-là. Avec un petit point aussi en Bretagne, pardon, je n'ai pas cité Franck, qui fait partie des historiques de reproduction, mais malheureusement, la population ne se développe plus. Elle stagne un peu, voire elle régresse. Donc, elle a régressé ces dernières années sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. C'est ça.
Donc, je vous propose de clôturer ce webinaire. Alors, je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à ce webinaire et on s'excuse encore vraiment des difficultés techniques qui ont certainement dû malheureusement limiter certains, parce qu'on avait 270 personnes à la préinscription et j'ai vu à 70 personnes présentes aujourd'hui. Donc, je suis vraiment désolé des problèmes techniques. On va essayer de résoudre ça pour les prochains webinaires, parce qu'on va essayer de régulièrement faire au moins un webinaire par an sur une thématique en particulier. Et donc, toutes les informations donc, sur le Castor, ce qu'on a dit là, donc ce webinaire sera de toute façon redisponible sur la chaîne YouTube de la SFEPM. Il y aura aussi sur la chaîne YouTube de la SFEPM la rediffusion du colloque Castor qui a eu lieu en décembre. Et puis, on vous invite à suivre nos activités via le site internet, que ce soit Castor ou non, puisqu'on a d'autres. Évidemment, on s'occupe d'autres mammifères en France, donc n'hésitez pas à aller consulter tout ce qu'on peut faire à la SFEPM. On vous remercie et on vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci. Au revoir. Merci, bravo. Merci de votre attention. Merci. Merci, au revoir.